Erev Tov, bonsoir. Donc, on continue notre rendez-vous hebdomadaire en espérant qu'il y ait plus d'impact sur les Talmidim, sur le monde et sur l'avancement du monde et du projet d'Hachem. Vous voyez, je dis des grands mots, plein de prétentions, mais c'est très très connu. Je pense vous l'avoir apporté la semaine dernière, que combien de fois le Rabbi a parlé de l'exemple que la science nous donne, à savoir Alors, l'atome. L'atome qui est très, très, très petit et qui contient en lui une force infinie. c'est quoi ce ça, baiser. Ah, putain, j'ai déjà fait. Ça peut faire beaucoup, beaucoup d'effets. Et donc, on n'est pas moins qu'un atome. Si Donc, on peut arrêter le micro, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai arrêté. voilà. Donc, nous avons cet exemple de l'atome et pas plus forte raison pour nous. Un juif qui fait Torah, qui fait mitzvot, il a un impact dans le monde extraordinaire. Et donc, avoir cette connaissance, disons, même pas parler de prétention, c'est une connaissance tout simple qu'un juif, il a une arme extraordinaire qui est la Torah, qui est la Tfila, qui est l'ensemble de la Vodat Hashem et qui a une immense impact dans le monde. Donc, ayons bien cette conviction et travaillons avec et vivons avec. Ne soyons pas modestes pour ça. Un Télim, un passouk de Torah, une petite Mishnah, influe dans tout le monde et dans toute la marche du monde. Donc, je vais commencer par dire, comme d'habitude, donc un mot sur la paracha. Il me semble en avoir parlé les années passées, mais de toute façon, ce sont des yesodot, des fondements de la Torah sur lesquels il faut revenir parce qu'on doit vivre avec. Dans la paracha de cette semaine, il y a deux petits mots qui sont Meramdim, qui donnent une allusion sur un des fondements de la Torah, qui est le bitachon. Le bitachon, c'est la confiance absolue que l'on doit avoir à Hachem. Et que ce bitachon, c'est pas seulement. Il faudrait penser à des gens qui sont un peu inconscients, qui ne sont pas bien conscients de ce qui se passe. Bon, bah alors, ils ont confiance, tout marche bien, tout va aller bien. Bitachon, c'est une avoda. Un grand, grand livre des Rishonim, qui s'appelle le Chovot HaLevavot, et qui a un chapitre très, très dense sur cela, que le Rabbi a conseillé à de très, très, très nombreuses personnes de lire et d'étudier, qui s'appelle Shari Bitachon, la porte de la confiance en Dieu. Je ne parle pas de Emouna. Emouna, c'est une chose. Le juif, il est Ma'amin, Ben Ma'amin. Emouna, elle est en nous. Elle peut être voilée parfois, mais la Emouna, elle est en nous. Le Bitachon, c'est un travail. C'est un travail pour travailler le Bitachon. Travailler cette conscience que Dieu est avec nous et que les choses ont bien marché. On n'est pas inconscient, on sait que parfois ça ne marche pas comme on voudrait, mais on a une grande confiance. Et j'aime apporter cet exemple souvent, c'est que deux personnes, on va dire, à même condition de température et de pression, deux jumeaux, on va dire, eh bien, dans la même circonstance, celui qui a davantage de bitachon que l'autre, qui sait travailler sur le bitachon, qui se repose sur Hachem et qui sent qu'Hachem est près de lui, eh bien, il y a de très fortes chances que par le sroud de ce bitachon, c'est ça le point qu'il faut comprendre. Le sroud, parce que j'ai bitachon et que l'autre a moins de bitachon que moi, eh bien, le sroud fera que la chose va bien sortir. Bon, c'est un mot, un slogan connu chez nous, on rapporte au nom du Tzemach Tzedek, c'est un slogan avec lequel les chassidim vivaient, c'est pense bien et ça sera bien. En yiddish, quelques petits mots de yiddish que je connais, mais pense bien, ça sera bien. Pense bien, ça veut dire que tu as l'impression, voilà, ouais, j'ai une tuile qui s'apprête à me tomber sur la tête. Pense bien, elle ne tombera pas sur ta tête. Très, très souvent, on est inquiet, on a quelque chose, voilà, on a reçu un avis qui semble extrêmement négatif. C'est pas ça, il ne faut pas s'exciter. Prendre ça avec patience et bitachon que de toute façon, il a tous les cordes en main et tenant tous les cordes, il peut faire qu'on on prenne la bonne direction et que tout marche bien. Pense bien, ça sera bien. Alors dans la paracha, quel rapport avec la paracha?
paracha, vous savez qu'il est rapporté que Moshe Rabbeinu, bon, il a tué des Égyptiens, qui s'étaient mal comportés, qui avaient frappé un Juif. Et il a eu, comment comprendre ça de Moshe Rabbeinu, il a eu un semblant de peur de cela. Et il a dit la chose suivante, Vagar Moshe, il a vu Moshe, que l'action qu'il avait faite n'avait été faite au vu et au su de certaines personnes, d'un abbé viral, comme vous connaissez le. Vagar Moshe, Vayomer, Achen Noda Davar. Ah, si c'est comme ça, la chose est sue. Il a eu peur. La chose est sue. Oh, pourtant, il a fait quelque chose qu'il fallait qu'il fasse, qu'il martyrisait les autres. Et juste après, je vous dis vraiment le passage. Vraiment, Vagar Moshe, Moshe il a vu, et il a dit, ah donc la chose est sue. Le mot d'après, Vayishma par O, Vayivakesh la rogue et Moshe, Vayivrach Moshe. Tout de suite après, on vous raconte que le pharaon, il a entendu, et il a commencé à poursuivre le Moshe. On peut se demander, mais quel rapport y a-t-il entre le fait que, d'un côté, Moshe, il a dit, regarde Moshe, et il a dit, Achenoda Dava, juste après qu'il a dit la chose est sûre. Le pharaon, il a entendu, et il a poursuivi. On aurait pu se passer de ces mots-là, ils sont complètement inutiles. Qu'est-ce que ça nous apporte, Maïkamash Malam, que ça nous apporte? Eh bien, la réponse, le Rabbi qui a une sikha profonde, explique que le remède que veut nous donner la Torah, c'est que oui, si Vayishma par O, c'est parce que il a dit Vayomer Noda. Il a dit Achen Noda Davar. Parce qu'il a dit Achen Noda Davar, la sauge est su, donc il a eu une espèce de crainte, Moshe Rabbeinu. Alors, le pharaon, il a su, il a poursuivi. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'il a manqué, bon, il y a des choses comme ça hein, sur les grands, sur Moshe Rabbeinu, bon, je me permets de le dire parce que nos Chachamim se permettent quelquefois de parler comme ça. Mais à son niveau, Moshe n'a pas eu, on peut dire, le réflexe immédiat de dire à son niveau, pense bien, ça sera bien, il a tué, bon, et ça s'est su la chose. Ça peine d'exprimer la moindre crainte, mais parce qu'il a exprimé la moindre crainte, et bien voilà ce qui est arrivé, il a été poursuivi. Et c'est ça le remède que vous venez de la Torah. La Torah elle-même nous enseigne cette chose-là. Quelque chose de très très fort, il faut vivre avec ce concept-là. Il y a deux personnes qui peuvent avoir un pépin, la voiture qui ne veut pas démarrer, etc. Deux personnes, un, il sera toujours Bessimcha, dire oui, on va trouver la solution, bon, s'occupe bien, pense bien, ça sera bien. Et l'autre, oh là, qui s'inquiète, oh là là, quelle catastrophe, comment on va faire, etc. Est-ce qu'on ne va pas pouvoir quitter la maison ce jour-là? C'était prévu de partir je ne sais où. Eh bien, celui qui a pris la chose Bessimcha, d'après les klalim, d'après les principes du bitachon, c'est des principes très fondamentaux de la Torah, il faut bien les assimiler et vivre avec. Eh bien, que je vous trouve davantage l'écouter que l'autre. Comme ça, c'est marqué. Et c'est ça que vient nous enseigner le Passouk. Alors, le Rabbi finit précisément avec Kivan, chez Moshe Aya Yare les Nafsho, Velo Batar Bachem, chez Lo Yavolu Shum Ezek Shalom, parce qu'il n'a pas une confiance absolue. Bien sûr, son niveau, quand on a quelquefois un pépin, on sait bien que des fois la situation est négative. Dire être sûr et vivre comme si la chose va sortir positivement, quoi qu'il arrive, c'est une avoda. Et c'est pour ça que le bitachon, quand je vous dis, c'est pas la émouna. Le bitachon, c'est une avoda. Et on sait qu'il y a des baal avoda, des gens qui travaillent sur eux-mêmes, toujours bessimcha, quoi qu'il arrive. Ils ne s'inquiètent pas. Il y a un problème qui peut arriver à tous les niveaux. Une maladie, un accident, et la bitachon, Bezat Hashem, que tout va bien sortir. Et ce mot que je suis en train de dire dans les temps qu'on vit, il est très dur à dire. Très dur à dire avec ce qu'on entend tous les jours, avec ce qui se passe tous les jours, c'est un mot très dur à dire. Mais malgré tout, on a vu, on a entendu, on m'a rapporté, quelqu'un m'a rapporté une vidéo, on a vu vendredi soir les Khayalim qui faisaient les kidouches, le samedi soir qui faisaient l'Avdallah. Ça faisait chaud au cœur. Moi, ils avaient ce bitachon qu'on y va, et Dieu est avec nous, et on va réussir, et tout va bien sortir, on va rentrer à la maison en bonne santé. Voilà donc le point que je voulais dire aujourd'hui. Il y a un point qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est un juif doit vivre comme ça. Un juif doit être Bessimcha. C'est
pas facile, hein, celui qui est un peu marachora de nature, il doit faire un grand travail sur lui. Mais marachora, c'est une chose, on va dire, c'est un mouvement de la neshama d'une personne. Mais le bitachon, c'est quelque chose qui s'acquiert. Qui s'acquiert. Avec le travail, on a bitachon, on travaille, on répète, ça va aller bien, ça va aller bien, ça va aller bien. Et bon, Hachem, je connais des gens qui ont travaillé là-dessus et qu'ils m'ont dit, ils m'ont avoué que leur vie a changé. Leur vie a changé. A changé. Il y en a un qui m'a dit j'ai eu le même événement il y a quelques années, et à la limite, la fin de l'événement était le même il y a quelques années et aujourd'hui, mais du fait que j'avais eu bitachon, c'est intéressant le point qu'il a dit, c'est que la maskana, la conclusion du problème qu'il a eu, c'était la même, mais du fait qu'il ait eu bitachon, c'était la même, mais ça n'avait pas du tout eu d'impact sur sa vie, sur sa neshama, sur sa simcha, sur sa manière de vivre. Bon, il a perdu quelque chose, une petite chose a perdu quelque chose. Mais avec bitachon, ça n'a pas d'importance. C'est devenu vraiment quelqu'un qui a monté de Madriga, que finalement, la chose qui nous inquiète, elle n'était pas du tout Khashouva. Elle fait partie aussi des Tnaïm, des conditions du bitachon. Voilà. Donc, retenez ce point-là, faites la sirah. Je pense que, selon mon souvenir, autant que je m'en souvienne, je crois que c'est dans le Khalek Yudbet, ou Yudalef de Yero des Irotou, ou le Medbet, je ne sais pas, ça, il faudrait que je retrouve dans quel sirah ça a été dit, mais c'est une fameuse sirah sur le bitachon. Bon, nous reprenons donc nos halachot. On est toujours dans Ilchot Shabbat. Et on continue donc la halachot. La semaine dernière, je vous ai fait donc une quantité de halachot. Et comme je vous disais, on va un petit peu à l'envers dans l'ordre des halachot. On a fait bonnet, la malacha de bonnet, de construire, avec ses toldot, ses dérivés, qui étaient construire une méritza. Et donc, on a parlé longuement de faire une méritza. Une table, on a le droit de faire une table avec un tréteau, même qu'on a l'intention d'utiliser la partie au-dessus. Bon, on avait beaucoup de détails, on pouvait mettre 2 livres avec un troisième livre dessus, une espèce de petit plan comme ça, c'est boutard. Sauf quand c'est une méritza qui a été matière, une méritza qui permet quelque chose qui serait interdit sans elle, comme par exemple une méritza entre quelqu'un qui fait une bracha et puis une Torah, une couche, etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus. On va faire aujourd'hui, donc, toujours en allant à l'envers, une des mélachot que l'on appliquait lorsque l'on construisait le Mishkan, c'est que les krachim, les bois, étaient numérotés. Il fallait toujours qu'ils soient montés dans le même ordre. Et j'avais dit à l'époque de Sukkot, si vous vous rappelez, que c'est une bonne chose si vous avez des panneaux, de numéroter vos panneaux et de toujours les remonter dans le même ordre, à l'image du Mishkan. Donc, il faisait des lettres, et parfois, quand il y avait une erreur, bon, il effaçait la lettre, et puis il la refaisait. Donc, il y avait des lettres à l'alphabet Gimel grâce auxquelles on pouvait remonter la chose. Donc, c'était un siman, une lettre utilisée pour donner comme siman de l'ordre. Bien que, donc, c'était ça le makor dans le Mishkan. Bien que dans le shiur de la melacha, vous savez que toutes les melachas, elles ont un poids, il faut faire une certaine quantité de melacha pour être hayab. En principe, il faut 2 lettres. Il faut 2 lettres. Par exemple, aleph bet av, ou aleph mem m, mère, ainsi de suite. Hein, le beau, venir, c'est beau, bet, aleph, c'est 2 lettres. En faisant 2 lettres déjà, on est hayab. On peut être avec quelquefois en faisant une seule lettre. Par exemple, s'il y a une correction à faire, il faut corriger une lettre ou ajouter une lettre. Ça suffit, étant donné que vous finissez la chose, un Sefer Torah, une mezouza ou autre chose, hein, qu'on est amené à compléter avec une lettre, et bien ceci suffit pour rentrer dans l'interdiction de kotev, d'écrire. Donc, la mlacha de kotev est interdite. Maintenant, il y a beaucoup de manières d'écrire. Et je vais apporter donc on va dire des toldot, des dérivés de écrire. Écrire, tout le monde sait ce que c'est qu'écrire. On écrivait des lettres comme écrire. En général, on a un papier, on a un support, on a un stylo, on a un crayon, on écrit. Donc ça, c'est écrire. Il faut que l'écriture soit mise kayemet, qu'elle est censée rester un certain temps écrite, qu'elle ne s'efface pas tout de suite. On verra les conséquences à l'arrivée de cela.
Maintenant, il y a plusieurs manières d'écrire, mais avant de parler des manières, sachez que faire un siman déjà, siman, imaginons que vous, vous faites un siman comme ça, mais qui va se maintenir, mais dont on a besoin. Par exemple, vous vous promenez dans la forêt, et une personne va faire un siman, va faire un trait comme ça sur un tronc d'arbre, de telle sorte qu'il va pouvoir retrouver sa route, par exemple, ou bien que ceux qui viennent après lui, un signe de piste, en quelque sorte, un signe de piste, quelqu'un va le suivre, et bien, il va connaître la route. Ben, ça aussi, c'est une écriture interdite. C'est le mot interdit de faire un petit siman. C'est pas seulement écrire, faire arrondir les lettres qui est interdit. C'est faire un siman qui a un sens, que je fais un sens. De même, un dessin aussi a un sens. Faire un dessin aussi, c'est écrire. Une personne qui fera un visage, une montagne, une cheminée, une petite maison, ceci s'appelle écrire, c'est interdit aussi. Maintenant, dans la manière d'écrire, d'autres toldotes, ce sont des toldotes dans les dérivés, qui sont par exemple écrire pas avec un support et de l'encre par-dessus, vous gardez le même élément, morceau de bois ou du claf, de la peau par exemple, et puis on peut sculpter dedans. Alors il y a deux choses, il y a gravé, il y a la gravure et la sculpture. Graver, c'est creuser le bois. On creuse le bois et en creusant, on enlève un petit peu de bois et ça fait des lettres. Ça s'appelle écrire, bien qu'il n'y a pas d'encre sur un support. Mais la lettre apparaît du fait qu'il y a un vide. Dans le bois, il y a un vide. Bon, tout le monde sait que les louchotes ont été donc gravés. C'est gravé, il y a un vide dans la pierre et c'est le vide de la pierre qui faisait apparaître les lettres. La sculpture aussi, c'est interdit. Les personnes qui savent très bien sculpter, ça veut dire qu'ils arrivent à gratter un morceau de bois, ils grattent. En grattant, il se trouve que apparaissent, ressortent, on bolette des lettres. Comme ça. Ça aussi, ça s'appelle écrire. Donc, écrire en faisant un vide ou écrire en faisant un plein. Tout ça, c'est ou bien grave ou sculpter, c'est interdit. Il y a une autre interdiction. Bon, je vous fais une liste de choses juste pour la compréhension. Il est clair que je vois mal sculpté, gravé pendant Shabbat. Mais bon, c'est toujours bon d'entendre quels sont les dérivés donc, de ces melachot. Et sachez que dans les klalim de Shabbat, une personne qui ne saurait pas ça, il grave, il pensait que c'est pas écrire, il va vous graver sur du bois, non, il va Baruch Haba, voilà, il va vous écrire Baruch Haba en grattant du bois, une belle plaque de bois, comme ça se marquait Baruch Haba. Et ben, il a transgressé un soir de Shabbat, le cher va venir très bientôt, il va apporter un korban. Il a fait ça, Béchogeg, par inadvertance, quelqu'un qui fait une melakha par inadvertance, par méconnaissance de la lacha, il apporte un korban. Korban khatat. Alors, dans cette nacha maintenant, j'ai commencé à dire qu'elle consiste donc à écrire encre sur papier, ou sculpter ou graver, etc., mais quelque chose qui est mitkayem, quelque chose qui se maintient. Si on écrit de manière que l'écriture va disparaître, ce n'est pas interdit minatora, c'est interdit midrabana. Exemple que tout le monde peut comprendre, vous avez de l'eau qui s'est renversée sur la table, et sur l'eau, vous passez le doigt et vous écrivez. Quelqu'un vous dit comment on écrit le mot shulchan. Alors, sur l'eau, vous dessinez un shin, un lamed, un ret et un nun sofi. Shulchan. Ça, c'est interdit midrabanan. Quelquefois, on a pour des exemples, je vois les enfants qui jouent à ça souvent. Vous avez un tas de miettes ou de la poussière sur la table. Deux choses différentes. De la poussière Les enfants, ils dessinent, font un petit dessin dessus, avec les miettes de pain, pour une petite maison, une petite cheminée, etc. C'est sûr que ça ne va pas se maintenir, il suffit de bouger la table que ça va disparaître, tout ça. Rien sont interdits. C'est interdit ni des rabbinats. Voilà, deuxième exemple. Écrire sur une vitre. Tout le monde, je pense que pas beaucoup de personnes ne font pas dans leur vie bien fait dessiner un petit cœur, une petite maison sur les vitres embuées le matin. Les vitres sont embuées, on dessine, on crée un nom, un beau carton, etc. On écrit dessus. C'est un interdit midrabanan aussi. Je ne fais pas comme ça. Troisième catégorie d'écriture permise, mais en fait, vous allez comprendre que ce n'est pas d'écriture.
c'est si vous dessinez en l'air, Ba'avir, quelqu'un vous dit comment on écrit un Aleph. Comment on écrit le bet d'après le Ktav du Admor Hazaken. Pour ceux qui connaissent, le bet, il est un petit peu spécial. Il n'est pas carré en bas, il est légèrement arrondi. Et c'est le bet du Admor Hazaken. Alors, un sophère, il veut expliquer à cet almidi ou à d'autres personnes comment on fait le bet. Et bien, sur sa main ou dans l'air, sur sa main, il fait un geste comme ça. Là, on dit légèrement, faites attention, en bas, c'est pas un carré, hein, c'est légèrement arrondi, c'est ça le bet du Admor Hazaken. Par exemple, ça c'est permis. Il n'y a aucune trace, il n'y a rien qui reste. Maintenant, il n'y a rien. C'est dans l'air. Certainement dans l'air, il y a une trace, mais c'est une trace spirituelle. Pour nous, la Torah l'interdit, le matériel de l'écriture, pas le spirituel du matériel de l'écriture. Donc, tracer dans l'air, ou tracer, faire contourner quelque chose sur la table, il n'y a aucun issue. Donc, oui, il y a 3 niveaux. Écrire de manière mitkayem qui se solide, c'est interdit Minatora. Écrire d'une manière que c'est pas mitkayem, ça va s'évaporer, ça va partir, c'est interdit Midirabanan. Et écrire quand il ne reste aucune trace de l'écriture, ça c'est complètement permis. Donc c'est permis comme ça de faire un signe, un siman, pour expliquer comment on écrit telle chose, comment on dessine telle chose. Voilà. Donc on a donné la définition d'écrire, le chiour, hein, de lettres et parfois une lettre quand ça complète quelque chose, les dérivés, hein, je garde toujours le même plan dans les mélachot, les dérivés, gravés, sculptés, et puis les cas qui sont interdits midera banane parce que c'est pas mitkaïm. Voilà, donc en gros le résumé. Maintenant on va arriver au pratim maasim, aux détails concrets, pratiques, auxquels on est confronté tous les Shabbats. Et c'est ça qui nous intéresse. Quelles sont les choses que l'on rencontre donc pendant Shabbat et où on peut être amené à l'interdiction d'écrire. Imaginons la situation suivante. Vous êtes en train de dire, et puis une personne, il doit s'interrompre, interrompre sa lecture, mais il voudrait laisser un petit trace de l'endroit où il a fini d'étudier. Il va prendre dans un temps plus tardif, hein, période ultérieure, il va continuer son étude. Et donc, sur le rebord de la page, il appuie fortement son ongle sur le papier. En appuyant fortement l'ongle sur le papier, il laisse une trace. Et sachez que la trace est pratiquement indélébile. Il n'y a pas d'encre, mais il a appuyé sur le papier, c'est quelque part une mini-gravure en quelque sorte, et le siman, il reste. Ceci est interdit. Un siman que vous faites, et qui est mitkayem, peut-être disparaître à la longue, peut-être pas très visible, il n'en reste pas moins que c'est un siman et on peut se retrouver. Ça m'arrive parfois, bon, en général, quand j'étudie les jours de Chol, je fais un petit stylo, un petit crayon, je fais un siman avec un crayon, mais quand j'en ai pas, que je tiens à savoir où je me suis arrêté, je pense que ça arrive pour ceux qui font Dafayomi ou bien un Amoudiomi ou un quart, donc c'est toujours plus pratique de savoir où on s'est arrêté, sinon il faut tout reprendre. Donc c'est une bonne chose. Sachez que faire une simale comme ça, c'est interdit. Quelles que soient les circonstances, pas seulement pour l'étude. Par contre, regardez un point intéressant, un point de réflexion. Si vous dites asile et que je voudrais me rappeler de la page que je laisse pour l'instant en faisant une corne à la page. Une corne. Si vous ouvrez la corne, il y aura une trace dessus. Donc, est-ce que maintenant, il me sera interdit de faire une corne, sachant que la corne, quand je vais corner ma feuille, je vais faire une trace. Ça va peut-être vous paraître curieux, sachez que ceci est permis. On a le droit de faire une corne dans un livre. Il y a une petite parenthèse, c'est pas un caveau des Sfarim, des Sifrei Kodesh de faire des cornes. On parle
Ce sont par exemple c'est des Mahamarim que l'on vous a distribués Shabbat, par exemple, et que de toute façon, ils vont passer à la Gnisa après Shabbat. L'immense majorité dans les choules, on ramasse les sirotes, les Mahamarim qui ont été photocopiés, etc. Bon, si c'est une Gemara, si c'est un Chumash et tout, c'est sûr que c'est pas un cabot d'un livre de corner le livre. Mais je mets de côté ce problème de Kvod Asfarim, du respect qu'on doit au Sifré Kodesh, et sans ce côté, mais en tout cas, au niveau de l'écriture, sachez que les postes qui me disent, il n'y a pas d'interdiction de faire une corne, malgré le fait qu'il y a une trace qui se fait. Pourquoi? Parce que la kavana que l'on a lorsqu'on fait la corne, c'est pas du tout de faire une trace comme celle-là et d'utiliser la trace. Ce qu'on utilise, c'est la corne elle-même. Ensuite, quand vous cherchez la page, on fait le livre et on dit, voilà, il y a une corde qui me rappelle la page. Souvent, d'ailleurs, on la rouvre, on n'est pas du tout intéressé par la marque qui a été faite. C'est d'avoir chez Nomit Kaven, Bloshum Kavana. C'est fait Kelachariad aussi, on le fait comme ça, on a sans aucune Kavana de ça. Donc, c'est permis. C'est permis de faire une corne. Si maintenant une personne fait une corne parce qu'il veut utiliser la trace qui a été faite, ok, c'est problématique. C'est jamais le cas, pratiquement jamais le cas. Donc ça, on a le droit. C'est intéressant cette petite rilouk, cette petite différence. Ce point que je viens de dire, c'est sur du papier. L'Agma, le Shulchan rapporte que si on fait une trace comme ça sur de la peau, de la vraie peau, on n'a pas tellement de peau de nos jours, si vous avez, je ne sais pas, un cartable en cuir, on a le droit de faire une trace parce que c'est rien cette trace. Les peaux sont solides. Le petit trace qu'il y a dessus, c'est pas considéré comme une ksiva. Bon, ça marche très clair. On a le droit de faire comme ça une srita comme ça c'était du cuir vraiment. C'est sur le papier que c'est interdit ou bien les papiers, le genre papier canson, vous voyez, c'est un petit peu cartonné où la marque reste dessus. Bon, tout le monde comprend que, puisqu'on est dans la faute de Kotev, quelle que soit la manière d'écrire, que vous ayez un tampon par exemple, c'est évident que c'est interdit. Donc, il y a un jeu des enfants, des fois ils ont des petits tampons, et puis en tampon, ça fait un petit dessin, etc. Tout ça, c'est bien sûr proscrit. Certains, ils ont un seau. Bon, ça ne fait plus beaucoup de gens dans leur bague, ils ont un seau, faire un marque comme ça, ou sur un papier, ou même sur de la cire, ou sur de la pâte à modeler, on va dire. Hein, on fait un petit seau comme ça, donc il y a une écriture qui se grave. Ici, c'est bien sûr interdit. Bon. Vous avez compris aussi que laisser ses empreintes digitales aussi, c'est interdit, c'est côté. Vous savez que les empreintes digitales que nous avons, elles nous sont vraiment, c'est comme les gènes, hein, vous savez, c'est comme l'ADN. Il n'y en a pas qui ont les mêmes. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes. Donc le fait de laisser ces empreintes digitales sur une feuille, c'est évident que ça s'appelle cotel, ça s'appelle écrire. Donc c'est complètement interdit. Encore une halakha, puis je vais écouter vos questions. C'est que vous pouvez demander si c'est comme ça, alors est-ce qu'on a le droit, je marche sur du sable? Est-ce que je peux marcher sur du sable, Shabbat? Et je vais aiguiller la question, et si le sable est mouillé, ça veut dire sur le sable complètement sec, bon, on fait un trou, y a pas les marques ne se remarquent pas, les petits dessins qu'on peut avoir dans la semelle de sa chaussure. Mais si vous marchez sur le sable mouillé, pas shoot, si vous avez des chaussures de montagne, des chaussures, des espadrilles, enfin tout ce genre de chaussures qui ont vraiment des dessins partout, le dessin se reproduit. Mais sachez que ce n'est pas interdit. Beaucoup pensent que c'est interdit, ce n'est pas interdit. Bon, en plaisantant, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas la bonne idée d'écrire sur la chaussure ou de graver dans vos chaussures, je ne sais pas, une phrase qui a un sens. Alors, on est d'accord, hein, vous n'avez pas écrit le Shema Israël en dessous et vous allez écrire Shema Israël sur le sable. On ne parle pas de ça. On a juste des petits dessins qui sont dessus. On n'a aucune cabana de laisser une trace. Donc, la raison pour laquelle c'est permis, bon, les postes qui me disent, c'est d'abord d'avoir chez Enmit Kaven, on n'a pas la cabana. C'est, même si c'est petit créché, ça peut être, c'est sûr, petit créché, ça veut dire, bon, je m'oublie, hein, des fois je vous emploie le terme technique. Hein, bon, donc si vous ne comprenez pas, vous allez me poser la question tout à l'heure. Bon, petit créché, ça veut dire c'est sûr que la trace va se faire, mais
c'est petit créché de l'eau nichadé. C'est un sûr, mais ça me est complètement égal. Donc, en plus, il y a un troisième argument, c'est que ça se fait ce qu'on appelle Kelah Hariad, pas une manière de laisser une trace, d'écrire, de dessiner dans ça. Donc, on a le droit de marcher comme ça. Juste avant vos questions, je vais boucler la boucle de ces petits maasés. Faire une lettre, ça peut arriver, j'ai vu une fois des enfants faire ça, il y avait des fils comme ça, et ils faisaient des formes de lettres avec un fil, sans rien attacher comme ça. Ils disaient voilà, on va faire un raf, donc mettez le fil, et ils faisaient de la forme du raf comme ça avec le fil. Ça, c'est pas permis, parce qu'il y a une trace, c'est pas comme faire une trace avec la main sur le papier ou dans l'air. Ils font un fil, donc le fil va avoir une forme de raf ou de rêche ou de dalet par exemple. Ça, avec un fil, c'est interdit. Une question aussi qui est demandée, c'est que quelquefois vous avez une valisette qui se ferme avec un cadenas et un code. Alors, vous connaissez un code, donc il faut faire une lettre, une phrase, un chiffre, des fois un chiffre de cette lettre, bien, pour pouvoir ouvrir votre cadenas. Donc quand vous faites ça, vous mettez les uns à côté des autres, hein, vous faites pivoter donc les lettres hein, comme ça, de telle sorte que vous obtenez votre nom, votre date de naissance, et votre mallette est s'ouvre. Ça, c'est permis parce que, en fait, c'est vrai que vous écrivez une lettre, mais les lettres, elles sont déjà là, elles sont enroulées quelque part et vous les mettez juste, vous êtes messader, ça marche. On les messader, les lettres, c'est permis. Et ça, on va brancher tout à l'heure, après vos questions, sur la question posée. C'est le jeu, le Scrabble, les puzzles et tout ça. On est en train d'écrire quelque chose. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Donc, ouvrir un cadenas comme ça en mettant des lettres, c'est permis. Et je termine donc avec deux halachot, rashuvot. C'est le Scrabble. Le Scrabble, ça veut dire un jeu qui consiste à écrire des lettres, des phrases, avec des phrases avec des lettres qui sont déjà écrites. Donc je rapproche des petits cartons comme ça, et j'écris des lettres comme ça. Et ça, c'est le Scrabble. Bon, les puzzles, c'est un petit peu différent. Les puzzles, c'est vous rapprochez des éléments et vous faites un dessin. Bon. Et si je poursuis ces cas qui sont souvent demandés, dans, dans les shoots, parfois on prend un sidour et puis il se trouve qu'il y a une page déchirée. Mais les deux morceaux sont dans le sidour. Est-ce que je peux rapprocher les deux feuilles, le morceau de feuille, pour pouvoir continuer la tfila, si je ne connais pas la tfila par cœur? Et enfin, toujours la troisième question, c'est lorsque vous avez des écritures sur la tranche d'un livre, est-ce qu'on a le droit de fermer, d'ouvrir le livre? Alors sachez qu'il y a une marque locale dans les poskim. Certains interdisent, mais l'Admorzaken, il permet. Il permet ça. Et la svara qu'il donne, c'est une svara qui est mentionnée dans le Rama. Les mots, c'est comme ça, c'est que le fait de fermer le livre et d'écrire les lettres qui sont sur la tranche, c'est pas un maasé de ktiva, c'est un maasé de kriva. Je suis mécarève les éléments. L'écriture est déjà imprimée sur les feuilles, sur la tranche des livres. Elles sont éloignées l'une de l'autre, donc j'ai une lettre pour l'instant. En rapprochant ces éléments, j'écris. Alors là, on rentre dans le problème d'être mécarève les choses. Et ça, hein, le Rama, il emploie ce mot. Il dit que être mécarève des lettres, c'est pas interdit. Dans la mesure où, bien sûr, c'est un rail, ça va sortir de les faire, je ne les fixe pas quelque part. Si je les fixe quelque part, c'est problématique. On a un accord de ça, la parochette, on n'a pas le droit de mettre des lettres comme ça sur une parochette et puis les attacher, les cliquer comme ça. Parce que c'est fermement lié à la parochette. C'est comme une ktiva. Mais si vous rapprochez les lettres, mais sans les fixer sur le support, ça c'est permis. À l'image de ça, hein, donc, dans laquelle il dit quand on ferme, on ferme le livre, si on fait un marseille d'écrivain, on approche des feuilles comme ça, qui ont une petite couleur, puis en les rapprochant, ça fait une lettre. Ça, c'est permis. Maasé, écrivain. Il faut se rappeler la svara. C'est comme si je suis mes carrés des éléments qui sont là et c'est permis. Voilà.
Donc, c'est marloquette, on peut le faire. Donc, en d'autres termes, si vous avez un livre comme ça, c'est mieux de mettre du Tipex dessus et de faire des parettes. Mais si un jour vous êtes à la choule, il n'y a pas d'autres sidorim ou chumashim que des sidorim chumashim écrits comme ça, ou bien quelquefois ce sont des personnes qui ont laissé leur sidorim à la choule, ils en ont fait cadeau à la choule, mais ils ont marqué leur nom auparavant dessus. Bon, si vous en trouvez un autre, c'est mieux. Sinon, vous pouvez l'utiliser, c'est permis de faire cette chose-là. Voilà. Et le puzzle, je finis avec le puzzle, avec le Scrabble. Le Scrabble, si vous voulez jouer au Scrabble pendant Shabbat, je laisse le lien du Bitul Torah et tout, il y a autre chose à faire que jouer au Scrabble. Mais disons pour les femmes, les enfants, le fait d'être mécarédé, de jouer à un jeu, on dit bon, on tire telle lettre, on a mis, on fait tel mot, telle phrase, tant que les lettres et les mots que l'on fait ne sont pas fixés, à l'image donc de ces lettres qu'on fixait sur la parochette, qui sont interdites, c'est marqué ça en gros, c'est juste mes carrés. Une fois qu'on a fini, ça ne va pas rester comme ça, on va les défaire. Le derrière, c'est de le défaire. C'est important ce détail-là. On le défaire. Zélo, Nikra, Ktiva. Ça ne s'appelle pas Kotel. C'est pas Kotel, c'est permis. Donc, fermez, je veux dire, mes caradines en tout cas. Fermez le livre et formez des lettres de cette manière, c'est permis. Jouer au scrap, faire des lettres, des phrases, etc. Et ensuite, sachant qu'on va le défaire après, c'est permis. Si par contre, vous avez l'intention, par exemple, une fois que vous avez fini la phrase, vous jouez au Scrabble, vous avez trouvé une jolie phrase, vous voulez maintenant la garder comme ça pendant un certain temps, ou parce que c'est aimanté, vous voulez garder la chose, ça c'est problématique. On a un accord que si c'est fixé sur le support, c'est problématique. Voilà. Donc ça c'est le din du Scrabble, etc. Donc on fera attention, mais il faut savoir que ce n'est pas interdit de rapprocher des lettres qui sont déjà faites pour Michoum côté. Voilà. Il y a encore pas mal de petites questions sur les gâteaux, manger des gâteaux en effaçant, etc. Mais on en parlera plus tard. Mais déjà, je veux écouter vos questions. Allez-y. Allez, Bonsoir, j'écoute. Rav. Justement, j'avais pensé à ça. Je voulais vous demander concernant le nom ou le Mazal Tov qui est écrit sur un gâteau, la pâte d'amande. Il paraît qu'il ne faut pas le couper. Ou quand on ouvre aussi un paquet sur lequel il y a des pointillés. Donc là, c'est dans l'autre sens. C'est pas écrire, c'est défaire l'écriture. Est-ce que c'est permis d'ouvrir un paquet premièrement, le gâteau, s'il Excusez-moi, vous madame, plaît. approchez-vous du micro. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends Ah, pas vous bien. m'entendez pas bien? Oui, non. Allez-y, Là, ça rapprochez-vous du va. micro. Vous m'entendez mieux? C'est mieux, oui, allez-y. D'accord. Donc, effacer le nom sur un gâteau, sur la pâte d'amande, au moment où on coupe le gâteau. Donc là, c'est dans le sens de défaire l'écriture. Et ensuite, donc, de défaire des paquets qui sont l'écriture qui est pointillée sur un paquet de bonbons ou n'importe. Est-ce qu'il est permis de défaire l'écriture? Alors, euh, il y a une grande différence entre. Je vais vous répondre, mais sachez que la question que vous demandez, c'est la mélacha de Morek. On est dans la mélacha de Kotev pour l'instant. Vous voyez, c'est ce que vous dites, Ah, et déchirer le papier, mais ça, je vais quand même vous répondre. De toute façon, c'est celle qui suit immédiatement. Alors, on d'accord. fait attention quand il y a des écritures sur un papier, quand vous ouvrez un paquet de bambas, par exemple, un paquet de bonbons, etc. On fait attention de ne pas déchirer les lettres. Parce que déchirer les lettres, c'est effacer. Ce dont j'ai parlé, c'est que vous avez des lettres qui sont déjà faites, les lettres sont faites, et vous êtes mécarève au table. Donc le fait d'être mécarève, on peut être mécarève ou bien les éloigner, ça oui. Mais si maintenant vous avez une phrase qui est déjà faite, ouais, la phrase est faite, elle est constituée, et que vous déchirez cette phrase, vous déchirez le papier dont vous déchirez les lettres, ça vous êtes en train d'effacer les mots. Et ça, c'est interdit. Vous voyez? C'est pas comme si vous avez des mots qui étaient juxtaposés les uns à côté des autres, et que, étant juxtaposés, vous les éloignez, vous les rapprochez. Pas ça du tout, vous voyez, c'est ça la différence. Et donc, dans votre cas, ça ne sera pas permis. Maintenant, maintenant dans le cas du gâteau, je vais vous parler du cas du gâteau, parce que c'est une grande question dans les post-kim des salles de gâteau. Mais donc des gâteaux, d'abord le gâteau d'anniversaire où il y a des écritures, on va dire de la crème blanche sur un support,
ou bien le gâteau où c'est incrusté dedans, hein, les petits biscuits lus, etc., qu'on a maintenant au SEM. Maintenant, c'est marqué au SEM. Alors, il y a une discussion dans les post sur ça. Je vous donnerai le tchak rabat enfin, d'abord, la majorité des post-kim, Mishabura par exemple, permet, quand c'est gravé dans le gâteau, de couper le gâteau et de le manger. C'est psychréché de l'eau pâté, c'est complètement égal, donc c'est des rabananes, donc il permet. Admorazaken dit plus marmire dans ça. Davantage marmire, il dit que même que finalement on n'a pas la cavane effacée, etc., il ne permet seulement que si on met le gâteau dans la bouche entièrement. Ça veut dire qu'on ajoute comme éther en quelque sorte qu'on le fait avec la bouche de manière complètement inhabituelle. Et ce qu'on fait, c'est en fait un maassé de achila, c'est un maassé de manger et pas un maassé d'effacer. C'est ça qui permet. Mais si vous devez prendre le gâteau, vous avez une écriture au sein dessus, il faut faire attention de ne pas le casser. Donc à la choule, je préconise souvent, je leur dis, tâchez de prendre des gâteaux où il n'y a pas de lettres ou de phrases qui sont gravées dedans. Mais sinon, mordez dedans, mais ne les coupez pas avec les mains. Parce qu'en le mordant avec les dents, on s'éloigne du bissour et donc c'est permis. Ça, c'est donc pour les gâteaux. Si maintenant vous avez marqué sur le gâteau Yom Houledet ou le bon anniversaire, etc., ce que je conseille souvent, c'est de couper le gâteau avant Shabbat. Ça se voit à peine d'ailleurs, hein, si vous prenez un couteau bien pointu, vous coupez en parts, donc l'écriture restera, mais déjà elle sera coupée, ce qui fait que vous ne ferez qu'un maassé de, comme j'ai dit tout à l'heure, de kirouv, rapproché ou éloigné. Donc ça sera permis. Mais sinon, prendre le couteau et couper les lettres, ça c'est problématique. Vous coupez les lettres Très qui n'ont bien, pas été très préalablement bien. coupées. Ou si c'est inscrit sur une pâte d'amande, soulevez la pâte d'amande à ce moment-là. Voilà. Très bien, merci Raph, très bien. Allez-y, autre question. Pas d'autres questions? Non? Allez Gérard, quand il n'y a pas de questions, c'est à vous de poser des questions. Je sais que vous savez tout, mais Oui, mais je c'est ne bien mange de pas de poser des gâteau, questions. alors je ne sais pas. On continue? Mais, non, mais sur les lettres, sur les biscuits, si on les mange d'un coup, est-ce que ça peut passer? Si le biscuit, il y a un mot sur le biscuit, d'accord? Approchez-vous du micro. Je sais pas, j'ai un problème depuis la semaine dernière avec. Je sais pas, c'est très très faible. Si il y a une écriture sur un biscuit, Hmm. et si on prend tout le biscuit entièrement, Voilà, ça sans c'est casser, motard. c'est C'est moutard. motard. C'est motard. D'accord, C'est de couper avec les deux comme ça, non, mais de le mettre dans la bouche, on a le droit de le faire. d'accord. Voilà. Donc, toujours dans le même. J'essaie de vous trouver les cas concrets qui nous arrivent. Parfois, comme je dis tout à l'heure, vous tombez sur un livre déchiré à la chaude. Est-ce qu'on a le droit de prendre le morceau de feuille qui est déchiré, le mettre, l'apposer juste à côté de celui qui est encore fixé au livre pour continuer à lire? Beaucoup de gens ne connaissent pas tout à fait la par cœur. Des fois, ce sont des parties que les gens ne connaissent pas. Donc, il faut le faire. Il y a une discussion dans les post-kim sur ça. Est-ce qu'on a le droit comme ça, d'apposer, de mettre un à côté de l'autre pour pouvoir lire la phrase entière? Mais d'après la svara, d'après la logique que j'ai évoquée tout à l'heure pour la tranche, etc., le Scrabble, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que d'après, le Makor, c'est un Rama, le Rama, donc on a qui dit ça, et Admorazaken, il rapporte ces mots-là. C'était seulement un massé de kriva. C'est un massé, je suis pas en train d'écrire, je suis en train de créer des lettres, je suis en train d'être mécarève des morceaux, et en approchant ces morceaux, je crée quelque chose. Bon, mais la chose, elle est créée auparavant. Donc, ce qui permet donc de rapprocher s'appuie sur cette svara, s'appuie sur cette logique de dire que finalement tout est écrit
seulement les deux morceaux se sont séparés, ben, je l'ai mis l'une à côté de l'autre. En mettant l'un à côté de l'autre, ben, voilà, je complète la phrase est complète. Mais je ne suis pas en train d'écrire. Enfin, les éléments s'étaient éparpillés, ben, je les ai rapprochés, donc c'est perdu. C'est bien pratique, je vous cache pas, c'est bien pratique, parce que très souvent les gens disent, mais quand tu as un morceau de feuille qui disparaît, donc cette partie elle manque, et donc ça manque, on va chercher un autre sidour. Et donc, dès l'instant qu'il y a manque une demi-feuille dans un sidour, ça y est, il est dû pour la Kniza, c'est dommage. Et donc, ce qu'on tâche de faire, c'est bien sûr de les scotcher rapidement, mais en attendant, on regarde à l'intérieur du livre, et d'après cette svara que je viens de donner, on pourra l'utiliser en le mettant à côté de le replacer comme s'il n'était pas déchiré. Voilà. Maintenant, pour les puzzles, c'est pareil aussi. Les puzzles, ceux qui veulent faire un puzzle pendant Shabbat, et encore, comme je vous dis, une discussion dans les post-kim, et toute la discussion dans les post-kim est basée sur les svarot que j'ai données, à savoir, d'après la svara du Rama, que finalement, on n'est pas en train d'écrire ou dessiner en mettant les éléments à côté des autres, on est en train d'être mécarev des choses qui sont déjà là. Et donc, c'est interprété. De toute façon, c'est pas. Il faut bien comprendre tout dans ces svarot que je vous donne. C'est sûr que c'est pas une ktiva interdite par la Torah. Une ktiva interdite par la Torah, c'est un support, un stylo et écrire. C'est pas chose quoi. C'est de l'encre, un support, du claf, ou bien, comme j'ai dit, creuser ou graver, etc. Mais tout ce dont je parle maintenant, rapprocher des choses qui sont là, c'est évident que c'est pas sur Minatora. Donc ces svarot fines que nous disons, c'est pour savoir quand Chachamim ont interdit et quand ils n'ont pas interdit. Alors, d'après ce que j'ai dit depuis le début, donc, lorsque les éléments sont déjà écrits et que je ne fais que les rapprocher les uns des autres, bon, ben c'est Chachamim n'ont pas interdit. Ça, ils n'ont pas interdit cette chose-là. Donc, pareil pour le puzzle. Le puzzle, même en mettant les morceaux les uns à côté des autres, eh bien, je suis en train de recréer l'image. C'est une image qui a été comme ça coupée. Malgré tout, je n'ai fait qu'être mécarev les éléments et ces moutards, toujours dans la mesure. Hein, n'oubliez pas, un tnaï important, c'est une condition importante. Le tnaï, c'est que ne soit pas fixé fortement. Parce que si c'est fixé fortement, on a un makor, on a une source, dans les poskim, que apposer comme ça des lettres sur la parochette dans ces Torah, on met des écharles à Hachem, on a l'habitude de mettre des psukim comme ça, eh bien, ces psukim, il ne faudra pas les mettre si c'est fixé. Par exemple, on met une lettre et puis derrière une espèce de petit morceau de fer sur lequel on appuie pour qu'il reste fixé sur la parole. Ça s'interdit parce que c'est fixé. Voilà, donc ça c'est pour le Scrabble. Alors, maintenant, pour finir, pour que vous ayez une vue d'ensemble de cette succession, c'est d'écouter. En fait, ce que je vous fais, c'est d'écouter d'inim. Hein, c'est un ensemble de la route pratique sur Koteb. C'est une malara sur laquelle on peut beaucoup approfondir. Mais on va s'en tenir au d'écouter d'inim pour l'instant. Mais sachez que les Chachamim ont vraiment élargi le champ du Issour de Koteb. Chachamim ont craint, interdit un certain nombre de choses, de peur qu'on soit amené à être Koteb. Et ça va très loin. C'est à l'image de ce que j'ai pu vous enseigner dans la malacha de Tochen, si vous vous rappelez. Tochen, c'est moudre. Prendre un légume, l'écraser. Des grains comme les grains, on fait de la farine, c'est interdit. Prendre un avocat, écraser un avocat, c'est interdit. Si ce n'est avec les conditions qu'on a étudiées longuement, avec un chinois, etc. Mais écraser un avocat de manière normale, c'est interdit. Un mechater yarak dak, celui qui coupe un oignon de là, etc. Tout petit morceau comme ça, c'est interdit. Il y a des éthérimes, certaines choses, des chinois, mais tout. Je ne reviens pas sur ça. Mais en tout cas, il y a une lacha qui s'appelle Tochen. Ils sont allés jusqu'à interdire, s'il vous plaît, de prendre un médicament, sauf exception, bien sûr, pas grave,
De peur que, parce qu'ils ont estimé qu'en général, avec un médicament se fait en prenant des herbes, en les écrasant, etc., de peur qu'on soit amené à être ochen, ça s'appelle Xerat Shrikat Samamanim. Samamanim, c'est des produits pour guérir, etc. Et donc, à d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, une personne qui a un mal de tête n'a pas le droit de prendre un Doliprane pour s'enlever le mal de tête. Donc, oui, c'est très, très lointain. Bon, je vous ai donné des exceptions. Je vous ai dit une personne qui est alitée, qui est vraiment malade, sans arriver à une maladie, qui a un shalom, une sakana, mais bon, cette personne pourrait devoir prendre un médicament parce qu'il s'appelle Nafal et Mishkan. Le mot, c'est Nafal et Mishkan. Il est suffisamment fatigué pour qu'en général, on s'alite. Bon, dans ce cas, c'est permis. Pour les enfants, on considère un enfant qui a un petit mirouche, un petit désagrément, qui est un petit peu malade. On considère qu'il est cholé chez Enbo Sakanat, cholé Nafal et Mishkan. Donc, potentiellement, qui devrait s'aliter. Donc, pour les enfants, on est méquille, on leur donne des médicaments. Mais pour un adulte, non, s'il n'est pas vraiment malade, il n'a pas le droit de prendre des médicaments. Un petit mal de tête, non. Voilà. Revenons donc à la Macha de Kotev. Qu'est-ce que Chachamim ils ont fait? Ils ont fait des grandes choses. Ils ont interdit de faire un kinyan, acquérir quelque chose. Acquérir quelque chose interdit. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on acquiert quelque chose, on écrit, on laisse une trace, on laisse à côté, on fait une opération, on fait une addition, on fait une soustraction, etc. En général, un kinyan, un acte d'acquisition, que ce soit une maison, que ce soit un objet, que ce soit de la nourriture, est accompagné d'une ktiva, d'une écriture. Donc, ça est interdit. Si ce n'est que ce soit que c'est fait pour les Torah mitzvah, on n'a pas le droit d'acquérir. Torah mitzvah, c'est par exemple Yom Tov, on a le droit de donner les arba minimes à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse s'acquitter de la mitzvah. Matana, vrai matana, il faut lui faire un vrai cadeau, almenach de arzir, à condition qu'il la rende, bon, comme chacun sait. Si ce n'est que c'est une mitzvah, ça serait interdit. Donc, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un Shabbat, ben, il faut vous arranger pour ne pas le faire Shabbat déjà, ou bien, cas échéant, vous lui dites, écoute, je ne peux pas te donner, c'est interdit de te donner, voilà, je t'ai acheté quelque chose, je ne te donne pas, mais tu seras propriétaire de l'objet à Motsai Shabbat. Alors, messieurs, vous savez que à chaque fête, il faut faire un cadeau à vos épouses. Vous savez ça, bien sûr. Pessah, Shavuot, Sukkot, il faut faire un cadeau à son épouse. Alors, vous allez déjà peut-être acheter un petit brillant de temps en temps. Hachem vous donne un bon compte en banque bien fourni, vous faites un petit brillant. Eh bien, si je vous disais que vous n'aurez pas le droit de l'offrir Shabbat, Yom Tov, vous allez bien lui faire plaisir. Alors, vous avez des solutions, ou bien lui dire le Shabbat, voilà, je te donne ça, mais tu n'acquiers que Motsai Shabbat, pas maintenant, parce que maintenant c'est interdit, ou bien vous lui faites acquérir l'objet Erev Yom Tov ou Erev Shabbat par un shlish, par un intermédiaire, un shliach. Vous dites à quelqu'un, voilà, lève cet objet-là, quel qu'il soit, lève-le, et tu es le shaliach de mon épouse. Bien que l'épouse, elle n'est pas au courant. Donc, elle n'a pas nommé shaliach, c'est pas grave, on dit qu'on peut faire un shliach chez l'obefanav sans sa présence, sans qu'il le sache, quand c'est un srout. Zochim chez l'obefanav, le mot technique, zochim. En chavim chez l'obefanav, on ne peut pas mettre un shliach pour faire quelque chose qui est un chov, qui n'est pas un bénéfice, parce qu'il n'est pas d'accord, bien sûr. Par contre, un homme, une femme est toujours d'accord de faire un shliach qui va lui faire un cadeau, qui va lui donner quelque chose, pour acquérir quelque chose. Toujours un zochut pour un srout, on est sûr qu'il est d'accord. Donc voilà, donc faites acquérir. C'est une affaire sérieuse, hein, ce que je dis, c'est que donc, si vous voulez faire acquérir un objet par un intermédiaire, vous pouvez le faire, et donc la personne, le récipiendaire, c'est le Mekabel, donc il sera propriétaire de l'objet depuis avant Shabbat. Mais faire un kinyan Shabbat, c'est interdit. C'est donc, faut bien se rappeler, ça fait partie, j'allongerai un petit peu sur tous les interdits à cause de côté de la semaine prochaine, Bezat Hashem, mais déjà, sachez bien que on a un certain nombre d'interdits que les Chachamim nous ont imposés, de peur qu'on soit amené à écrire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non.
Pas de questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va. Bonsoir, C'est Rav. complètement bouclé, hein, je dis tout de suite. Il y a mon Rav. tour. Oui. Bonsoir, excusez-moi. Quand vous dites acquérir un bijou pour Shabbat, donc est-ce que le chaliar peut être un enfant? Non, un shlichut la katane. D'accord. Ok. Une fille de 12 ans ou un garçon de 13 ans. D'accord. Et quand vous dites un bijou, si ce n'est pas un bijou, c'est un vêtement de valeur, est-ce que c'est possible ça? Ou il faut aussi le kinyan? Pareil aussi. Pareil, d'accord. On ne peut pas le faire avec Ok. Vous savez, si vraiment vous voulez faire plaisir à votre épouse, un vêtement, vous avez, je ne sais pas, une belle robe, vous pouvez lui dire, Shabbat, je te la prête. C'est-à-dire, vous lui dites, je ne peux pas te la donner, mais je te la prête. Et Shabbat, elle en prendra possession. D'accord. Ok, Chazak. Voilà. Toda Rabba. Autre question? Bon, voilà, on a bouclé un peu rapidement, hein, certes. Des fois, je me rends compte que je donne beaucoup de la faute un peu rapide. Peut-être on reprendra une ou deux la semaine prochaine, plus Beyoun, essayer d'approfondir donc cette mlacha de Kotev. Et donc, on va finir les Issourim, dans ta chaîne la semaine prochaine, donc on finit les Issourim des Rabbanan et on va entamer donc le corollaire d'écrire, hein, la conséquence immédiate d'écrire, qui est effacer. Donc, on va faire le contraire de tout ce qu'on a dit, hein, de faire des puzzles et de faire des scraps, et comme Madame a demandé tout à l'heure, déchirer un papier dans lequel il y a des écritures. Donc, tout ce que l'on va débâtir, hein, ce qu'on a bâti cette semaine, donc toutes les Il a mis un mythe, tu as vu, Dov? écritures s'en aillent. Pardon? C'est bon? Bonsoir, Rav. Je voudrais demander une question par rapport, pas concernant Kotev, simplement jouer au jeu d'échecs ou au jeu de dames, Shabbat, c'est permis? Écoutez, bon, j'ai toujours l'habitude de dire dans ce genre de questions, premièrement, il y a un lien de Biloutor. Mhm. On a l'exemple flagrant du Rayat avec le rabbi qui joue aux échecs le 21 décembre. Ça veut dire c'est le seul moment de l'année où on ne peut pas étudier. Bon, Mhm. il y a un problème de Bitul Torah. Bon, maintenant, ça va me dire, ok, Bitul Torah, mais je ne suis pas de ceux qui peuvent rester 24 heures sur 24 à étudier. J'ai besoin de me détendre un petit peu, etc., etc. Ou bien une femme, ou bien un enfant, etc. Dans le cas où on a mis de côté le Limud Torah, on peut jouer sans que ce soit assaut. Il faut faire attention à Borer. Il faut faire très attention. Mhm. Si vous êtes Borer, tâchez de. En général, si la boîte est bien rangée, vous avez les jetons, les dames, etc. Donc, chacun à sa place. Elles sont pas. Rappelez-vous, quand on a fait la mlacha de Borer, j'avais expliqué que Borer, c'est le contraire de mélanger. Il y a mélanger et démélanger. C'est-à-dire qu'il faut que le concept de mélanger. Donc, si chaque chose est à sa place, vous avez un tiroir avec un endroit avec les couteaux, les fourchettes, les cuillères, chacun à son endroit, il n'y a aucun problème de prendre et de servir la table, de mettre la table, de dresser la table. Ils ne sont pas mélangés. Mais si maintenant, à un moment, vous avez tous les pions à la fin de partie, etc., tout est mélangé, et que vous êtes obligé ensuite de faire des tas comme ça, c'est un problème de Borer. Ah oui, S'il n'y a pas Borer, il n'y a pas d'interdiction, quoi. On peut jouer, quoi. d'accord. Merci bien. Mais si vous avez de la chorma, franchement, pour jouer aux échecs, mettez-la dans les tosfot, c'est mieux. Non, mais pour jouer avec les enfants, quelquefois avec des enfants, pour jouer avec les enfants. Voilà. Oui, Chazak. merci. Merci beaucoup. Ok, messieurs. Chazak. Voilà donc pour notre rendez-vous hebdomadaire. Tâchez de reprendre un peu tout ça. En fait, n'oubliez pas de faire Khazara. J'essaie de temps en temps de vous faire des petites Khazarot. Et peut-être parfois consacrer un shiur plus Beyoun, prendre un point et le faire plus approfondi. Peut-être que je vous proposerai, juste pour changer un petit peu, la semaine prochaine, de revenir sur la mlacha l'interdiction des rabbanans de Atmana, enfouir,
Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il nous est arrivé dans notre institution, j'arrivais un Shabbat comme ça, et j'ai vu que à la cuisine, ils avaient mis une grosse marmite avec une dafina extraordinaire. Et puis, tout ça recouvert avec des serviettes et des couvertures et tout. Et je leur ai dit que c'était pas permis. Voilà. Donc, expliquer le pourquoi du comment et quels sont les cas où on peut permettre, ainsi de suite. On reviendra peut-être sur ça. C'était d'actualité, donc j'étais chaud sur cette halakha qu'on reprendra peut-être Beyoun la semaine prochaine. Bon, Quoi Hachem. tout, bonne soirée. Merci, Koltov, D'accord, Koltov, continuez à merci. prier Razak, merci. pour nos chahayim qui sont Merci vraiment Rav, une bonne Amen. semaine.